Bonsoir à tous, merci de nous faire confiance sur le plateau cet après-midi. Eh bien, nous recevons quelques invités. Nestor Luce, qui est le représentant de la CANBT. Monsieur Éric Paulin, chef de projet. Messieurs, bonsoir. 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 Eddy Raboteur, qui est cadre technique, justement. Bonsoir, Eddy. Bonsoir. Et puis, Jean-Baptiste Gassion, consultant foot à Canal 10. Bonsoir. Bonsoir, Richard. Bonsoir tout le monde. Alors, il est un fait certain, pour entrer dans le vif du sujet, l'idée c'est de savoir pourquoi vous êtes sur le plateau. Je vais d'abord commencer avec vous, monsieur Luce. Pourquoi je suis là c'est pour vous présenter, continuer à présenter le projet que nous mettons en place depuis quelque temps au niveau de la CNBT avec les jeunes du football que nous souhaitons faire découvrir l'univers du football au Brésil. Oui. Alors c'est une idée en fait que vous avez concoctée depuis un certain temps. Alors c'est vrai que la politique sportive que souhaite mettre en place Guy Losbar, le président de la CNBT et son conseil communautaire, passe par ce genre de manifestation. Et nous avons eu l'opportunité, au travers d'Éric Paulin, de nous proposer ce projet qui allait tout à fait dans le sens de la politique sportive que nous souhaitons développer. Et c'est tout à fait naturellement que nous nous sommes mis au travail pour mettre en œuvre ce projet qui arrive en bout de course, puisque le départ est prévu en fin de semaine prochaine. Et donc, c'est un projet qui fait la joie de jeunes footballeurs de notre territoire communautaire, qui part, je le rappelle, de Goyave jusqu'à Pointe-Noire. Et donc, c'est une sélection... Les 6 communes. Les 6 communes de Goyave, Petit-Beau, Lamatin, Sainte-Rose et Pointe-Noire. D'accord. Alors, c'est vrai, j'aime bien ce qualificatif, d'ailleurs, vous venez de le dire, vous avez mis en place, vous mettez en place des projets sportifs. C'est ça? Parce que la politique que vous tenez à mener, en tout cas cette saison, c'est de développer en quelque sorte le football dans ces communes. Oui, en fait, c'est accompagner les acteurs sportifs et singulièrement les acteurs du football pour être encore plus performants, puisque toutes les communes mettent en place une politique sportive pour développer le football sur le territoire au travers des équipements sportifs, au travers de l'accompagnement des clubs. Et nous également, nous souhaitons faire ce liennage entre les clubs de notre territoire pour permettre effectivement de développer ce sport sur le plan communautaire. Et vous vous êtes rapproché d'ailleurs d'un homme qui est habitué, je crois, à ce genre d'activité, M. Éric Paulin. Bonsoir. Bonsoir. Oui, alors, votre rôle dans cette organisation? Alors en fait, lors du tournoi U16 qui a eu lieu donc au mois de juin de cette année, j'avais rencontré Nestor Luce et je lui avais dit qu'il y a une sélection, une équipe du Brésil, en l'occurrence Flamengo, qui serait présente à ce tournoi, et ce serait bien qu'à travers la CANBT, qu'on puisse discuter avec eux, voir un petit peu ce qu'ils peuvent nous apporter. On sait quand même que le Brésil reste quand même le pays en matière de football favori des jeunes Guadeloupéens. Ça, il n'y a pas à se cacher. Alors, donc, il m'a dit, c'est une très bonne idée. Donc, on a rencontré les gens de Flamengo lors de leur passage ici. Et le courant est passé. Et puis, ce projet, M. Nestor Luce l'a mis en place depuis le mois de, comme je disais, le mois de juin, et qui est en train d'aboutir. Et je pense que pour les jeunes, aller au Brésil, j'ai eu l'occasion de le faire il y a presque une dizaine d'années. Et ça a été un rêve pour 3-4 jeunes qui étaient partis avec nous. C'est un rêve magnifique. Peut-être la visite du stade de Maracana, voir... Rio de Janeiro, par exemple. Pardon? Rio de Janeiro, la plage de Copacabana, voir un petit peu tout ça. Alors, en dehors du football, c'est vrai, il y a le football, mais quand même, le Brésil reste une destination mythique pour tous les jeunes. Et je crois que la CNBT l'a bien compris. Et je pense que ce n'est que le début, me semble-t-il, d'une épopée qui va continuer, quoi. Qui va continuer. Alors évidemment, pour mettre en place ce projet, il fallait tout de même chercher
des jeunes footballeurs, mettre en place une sélection en quelque sorte et dire à hauteur. Est-ce que ça a été compliqué pour vous, justement, de mettre en place cette sélection? Quand M. Paulin m'a contacté pour ce projet, ça n'a pas été difficile, puisque avec M. Jacques Delos, que je connais très bien, qui est sur le territoire de Sainte-Rose, ça a été très facile. En plus, il connaissait déjà les éducateurs des clubs des 6 communes. Donc, nous avons fait des rassemblements à Petit-Bourg, à Sainte-Rose. On a eu près de 40 jeunes qu'on a vus. À la fin, pour sélectionner 18. Donc ensuite, ces jeunes, ils étaient à notre écoute. Ils ont adhéré, ils venaient aux entraînements et tout. Donc on a su mettre en place cette sélection et qui partira dès la semaine prochaine en immersion avec le club de Flamengo. Et j'espère que ces jeunes vont répondre satisfaisant à ce projet. Oui. Alors, combien de jeunes déjà de 18. retenus? 18. C'est vrai que ça n'a pas été très facile parce qu'il fallait faire quand même une vraie sélection. Est-ce que les parents ont adhéré à cette situation, à cette cause? Oui, les parents ont adhéré, puisque dès qu'on les convoquait, les enfants y venaient. On a fait quand même près d'une dizaine de rassemblements. 5 sur Petit-Bourg, 5 sur Sainte-Rose, des matchs amicaux. Donc, les parents aussi, ils étaient à l'écoute. Il y a eu des réunions avec les parents et non, on n'a pas eu de difficulté puisque les jeunes, quand ils ont entendu le Brésil, ils ont tout de suite adhéré au projet, ils étaient présents. Même le matin, on avait des entraînements à 8h30, eh bien, ils étaient là. On n'a pas eu de soucis à ce niveau-là. Alors Jean-Baptiste, vous qui avez évolué dans le foot chez nous pendant plusieurs années, combien d'années encore avec l'Étoile, je crois, 7 ans? 7 ans, oui. Oui, et C'est puis avec ça. le CSM? 14 ans. 14 ans avec le CSM en tant que gardien. Quand on entend un tel projet, à la lecture d'ailleurs de tel projet, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Ben, je me mets à la place des jeunes, ben c'est intéressant, c'est motivant. Même les parents, lorsqu'on a tel projet, c'est pas compliqué d'adhérer. Hein. Donc je ne pense pas qu'ils ont eu de problème à ce niveau parce que c'est une destination de rêve, déjà touristiquement pas, mais footballistiquement aussi. Il y a Pelé, il y a tous les grands joueurs brésiliens qu'on voit, qu'on en parle. Donc forcément, la motivation est là pour ces jeunes. Et c'est un très beau projet. Et je pense que les garçons, ils vont très bien adhérer. Et je pense que c'est vrai que, bon, sous les 40, c'est vrai qu'il y a des déçus. Il faut prendre 18. Mais bon, je pense que les 18 qui sont là, ils sont présents. Je pense qu'ils sont régulièrement aux entraînements. Je ne pense pas, il n'y a pas à les motiver, ça vient naturellement en fait. Alors, Éric Paulin, donc un tel projet, qu'est-ce que vous proposez donc à ces gamins déjà dans cette délégation? Alors les gamins, donc ils vont arriver certainement, enfin pas certainement, ils vont arriver en fin de semaine, donc ils vont se reposer un peu. Et pendant toute la semaine, ils vont s'entraîner avec Flamengo. Alors il faut savoir que Flamengo, pour avoir vu Flamengo évoluer en U16 au mois de juin dernier en Guadeloupe, c'est vraiment un club professionnel. Avec une très grosse rigueur, très grande rigueur, même qu'on ne retrouve pas chez les clubs européens. Hein. On a vu que, attention, l'heure, c'est carré, c'est vraiment d'une grande rigueur. Et les enfants de Guadeloupe de la CNBT, qui vont se rendre là-bas, je pense qu'en dehors de la partie foot, peut-être qu'ils vont aussi apprendre à être rigoureux sur les entraînements, sur un certain nombre de choses. Et c'est le but recherché. Parce qu'on s'est rendu compte que l'enfant, quand il se déplace, il lui faut du temps pour assimiler son déplacement. Là, peut-être qu'il y aura un déclic chez lui vers le mois de mai. Et c'est là que c'est important parce que le tournoi du département est censé avoir lieu en mai 2024. Alors, Eddy Rabouteur, vous me disiez que les parents étaient très réceptifs justement à cette cause, étaient très présents et ont manifesté en quelque sorte leur joie de savoir que leur progéniture, en fait, leur fils va partir là-bas.
Oui, mais attention, c'est pas non plus un voyage de complaisance. Hein. On part pas en touriste. Attention, ils sont quand même en train de préparer le tournoi international U16 en mai 2024. Donc, c'est déjà le but. Parce que vous savez bien que lors de ce tournoi, les agglomérations sont représentées par les sélections guadeloupéennes, c'est-à-dire CNBT, Marie-Galante, Sud-Basse-Terre, Grande-Terre et Cap-Excellence. Donc, nous, on a fait le choix avec CNBT qui a voulu préparer parce que l'équipe de CNBT l'année dernière n'était pas si mauvaise que ça, mais avec pas assez de temps de préparation. Donc là, avec Jacques Delos, on a vu le programme, on a vu les choses et on a décidé de mettre en place ce projet et de les préparer pour qu'en mai 2024, qu'ils soient prêts. Oui, qu'ils soient prêts. Et puis surtout, il y a un gardien que vous affectionnez particulièrement, je crois, c'est Noah Jérémy. Oui. Et qui sera du voyage. Oui, bien sûr. Nous avons en direct sa mère, à savoir Madame Martine Joachab. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ravi que vous soyez en direct avec nous sur le plateau de Canal 10, justement dans cette émission. Alors, vous avez entendu, hein, tous ceux qui sont sur le plateau, c'est la joie, et surtout, c'est un voyage où il va falloir travailler parce que ce sont désélectionnés, en quelque sorte, pour la prochaine compétition qui va avoir lieu l'année prochaine. Mais vous, en tant que mère, qu'est-ce que vous avez envie de dire, sachant que votre fils va partir là-bas? Alors en tant que mère, oui, c'est une joie, c'est vrai. Mais je dirais pour mon fils, c'est aussi une véritable opportunité de développement personnel et puis surtout on va dire de partage d'une expérience avec un club étranger. Voilà. Oui, et puis je sais, Madame Martine, je sais que vous vous occupez personnellement de vos enfants parce que vous aimez le foot, c'est déjà une chose importante. Alors, je ne vais pas dire que j'aime le foot. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas mon sport favori, mais c'est surtout que j'ai un fils qui est passionné depuis l'âge de 4 ans. Et vous l'accompagnez. Voilà, et en tant que parent et en tant que mère, je me fais un devoir d'accompagner mon fils, quel que soit, déjà dans sa vie scolaire, parce que pour moi, le point d'ordre, c'est déjà le scolaire avant tout, la passion sportive après. Et c'est vrai que Nohan, je l'accompagne, je l'encadre depuis son jeune âge. Et c'est vrai qu'il a commencé le foot depuis 4 ans, donc je suis une maman présente. Oui, c'est vrai. Donc pour lui, c'est au-delà de sa passion, c'est vraiment un honneur pour lui de participer à ce projet. Voilà, c'est un aboutissement personnel, je pense, pour un passionné comme lui. Vous savez, sur ce plateau de Canal 10, je reçois souvent des parents qui tiennent quasiment le même discours que vous. Est-ce que vous avez l'intention de l'accompagner jusqu'au bout? Je veux dire par là, si c'est un enfant qui promet demain et qui a envie de faire, de pratiquer le football, même à l'état du professionnalisme, est-ce que vous serez tout de même prête à l'accompagner? Mais bien sûr, bien sûr. Et puis, le travail, de toutes les façons, il a commencé, puisque il a fait le choix de poursuivre en section foot. C'est vrai qu'au début, je n'étais pas, j'étais pas trop favorable, puisque je voulais qu'il aille dans un lycée, on va dire dans un lycée classique, dans un lycée normal, puisque surtout que c'est un enfant qui, qui scolairement, où ça se passe très bien, surtout dans les matières scientifiques. Donc, comme tout parent, on veut effectivement que nos enfants puissent continuer et qu'ils continuent vers l'excellence. Mais après, lui, il a fait le choix de continuer en section foot. Donc après, il a fallu abdiquer, j'ai accepté. Il est même parti pendant les vacances au mois d'août ou au mois de juillet, je ne sais plus. Alors je pense que c'est au mois de juillet, il est parti en stage de perfectionnement en métropole, dans les Pyrénées. Donc c'est vrai que je suis un parent... je suis une maman qui est présente, une maman qui accompagne et une maman qui va continuer à accompagner son fils jusqu'au bout. Alors, dans les Pyrénées, qu'est-ce que ça a donné? Non, c'est aussi, pour lui, c'était aussi une joie d'être dans un centre de formation de gardiens, puisque c'est un centre de formation spécialisé pour les gardiens de but. Donc, c'était aussi pour lui un accomplissement d'un projet.
Et puis, ça change, hein, puisqu'il avait autour de lui que des gardiens. Les Pyrénées, vous savez, même en juillet, il faisait pas très bon, il faisait à peu près 13 degrés. Il était en autonomie, il était seul, sans ses parents. Il avait droit, on va dire qu'un appel par jour de 5 minutes, donc pas de portable. Et c'était pour lui, c'est vrai, une autre vie. Mais après, c'est un choix qu'il a fait. Donc, comme je dis, quand c'est un choix, il faut qu'il avance. Il n'a pas, comme on dit, il n'a pas le droit d'abdiquer, quoi. En tout cas, c'est une joie qui vous habite, de voir que votre enfant est passionné comme ça, justement, de la discipline, que le football. Eddy Rabouteur, vous restiez avec nous, Madame Martine. Alors, Eddy Rabouteur, vous venez d'entendre justement Madame Joachab, qui parle avec autant de passion, ce que vit actuellement son fils. Vous le connaissez justement, ce jeune homme, ce jeune homme, à savoir Noam Jérémy. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport? On ne peut lui souhaiter de continuer à travailler. Donc maintenant, il a un peu d'expérience, parce que s'il a été faire un stage de gardien de but au mois de juillet, ça veut dire qu'il a acquis encore des connaissances. C'est un jeune qui travaille en permanence avec un des entraîneurs des gardiens de but qui collabore avec nous en privé. Donc, c'est un gamin qui était en stage aussi avec nous pendant une semaine à la Toussaint. Il venait tous les matins, donc à la Plaine Grand-Camp. Il en veut, il veut travailler. Le résultat est là. Lors d'une sélection, il est toujours là, il est toujours présent, en espérant pour lui que la porte va s'ouvrir. Jean-Baptiste. Oui, c'est du positif pour lui, parce qu'au moins, il a déjà vu comment ça se passe, les sacrifices. Donc, il a déjà une idée, il a déjà une vision. Il touche déjà du doigt ce qu'il attend pour l'avenir. Parce que, comme la maman l'a dit, déjà, c'est un appel, pas de portable, pas de... Donc, il sait déjà ce qu'il faut faire. Donc, la discipline, il apprend déjà là. Donc, je pense que il va amener ça à ses petits camarades. Donc, c'est du bonus. Alors, Madame Martine, je vais vous libérer, évidemment. Mais juste la toute dernière question. Quand vous avez pris connaissance de ce projet, qu'est-ce que ça a évoqué chez vous? Alors, quand l'entraîneur de Noan m'a appelé pour me faire part de ce projet, j'étais une maman comblée, une maman heureuse pour son fils surtout, comme je dis, puisque je mets l'accent surtout sur la passion de mon fils. Et voilà, j'ai adhéré tout de suite au projet. Et je peux vous assurer, adhérer au projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire présence, rigueur. C'est un enfant qui est assidu. Alors après, c'est pas moi, je dis vraiment, ce n'est pas moi. S'il est présent, il est à l'heure, c'est vraiment pas moi, c'est vraiment lui. Mais je l'accompagne. Quand son père ne peut pas, je suis présente et je me fais ce devoir d'être aux côtés de mon fils et puis d'être aux côtés du club et d'être aux côtés de la sélection. Merci en tout cas d'avoir été en direct dans cette émission et puis je vous souhaite beaucoup de courage de pouvoir continuer à encadrer en quelque sorte votre fils. Je vous remercie et bon après-midi à vous. Merci encore. Éric Paulin, projet intéressant à entendre justement cette dame, Madame Martine Joachab, parler donc avec autant de passion ce que vit actuellement son fils. Vous dites quoi quand vous entendez ça? Parce que vous êtes un homme de projet, en quelque sorte. Non, mais je dis que majoritairement, les hommes ou les femmes, particulièrement les femmes guadeloupéennes, sont proches de leurs enfants et font le maximum pour que ces jeunes puissent exprimer leur passion. Et je ne suis pas surpris d'entendre la maman qui dit « moi, je vais l'accompagner jusqu'au bout ». Et ça, c'est bien. Donc, sur un projet comme cela, comme je disais, peut-être que à son retour du Brésil, on va peut-être pas voir tout de suite le changement, mais comme il est jeune, je pense c'est un 2008, il doit avoir 15 ans. 2008, il a 15 ans. Peut-être que c'est un gardien qui va donner le maximum de ses possibilités à 17, 18, parce que un gardien jusqu'à 22, 23 ans, il peut encore progresser.
Oui. Donc, il a beaucoup de potentiel en lui. Moi, je l'ai vu effectivement à l'entraînement. Sérieux à l'entraînement, c'est bien, c'est très bien. Il faut continuer. Ouais, il faut continuer. Donc, et là, je pose la question au technicien que vous êtes, Eddy Raboteur, puisque vous connaissez, vous avez eu l'occasion d'entraîner pas mal de joueurs, ceux qui sont partis même faire des essais, qui évoluent même, je dirais, au haut niveau. Le foot guadeloupéen dans l'état actuel, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Wow. C'est-à-dire que non, mais ce que je veux dire, par exemple, d'ailleurs, c'est un petit peu la thématique de cette émission, pour aller un peu plus loin, pour être véritablement un footballeur capable de pouvoir représenter dignement déjà son pays, en quelque sorte le Guadeloupe. Qu'est-ce qu'il faudrait justement à ce footballeur guadeloupéen? Pour être footballeur, il y a un truc qui est simple, c'est le travail. Voilà. Tout passe par le travail, le sérieux et la rigueur. OK? Après, en Guadeloupe, il faut des projets. Des projets comme le projet du CNBT, mais les projets en amont aussi qu'on avait fait, que vous avez déjà participé. Oui. Moi, je suis un adepte d'emmener les jeunes voir ce qui se passe à l'extérieur. Alors, je peux être critiqué ou pas, mais ça, moi, je sais. C'est important. La plupart des jeunes qui ont été à l'extérieur, rappelez-vous, même à l'époque où il y avait le tournoi international à Clairefontaine, quand ces gamins, même s'ils ne sont pas pris dans des centres de formation, on entend après qu'ils sont dans des clubs de N2, de national, voire même de N3 à l'époque. Donc, ça veut dire que l'extérieur déclenche quelque chose chez le jeune. Ce n'est plus le championnat de Guadeloupe, ce n'est plus les petits copains qu'on rencontre. Oui. Quand vous partez, par exemple, à 15 ans, et vous rencontrez des U16 nationaux, vous voyez tout de suite la différence. Vous voyez tout de suite la différence sous le contrôle, sous le comportement, sous les orientations, les enchaînements. On voit tout de suite. Mais par contre, si en amont, en Guadeloupe, on ne travaille pas, on ne bosse pas, c'est-à-dire à travers les petites vacances, les stages, les entraînements assidus, les rencontres à un certain niveau, entre nous, cadres, éducateurs, lorsqu'il y a une rencontre, on essaie de jouer au football et non souvent de gagner le match, en jeune, je parle, eh bien, on ne pourra que progresser. On ne pourra que progresser. On reviendra d'ici quelques instants encore justement sur cette partie d'émission parce que c'est très, très, très intéressant. Mais pour l'heure, nous marquons une pause couleur dans cette émission. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Retour sur le plateau avec les invités. Une thématique très intéressante avec vous, justement, Eddy Raboteur. Vous parliez de quoi? Vous parliez de l'intégration, justement, des jeunes dans le foot professionnel. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué et dur. C'est pas compliqué, dur. Encore une fois, tout passe par le travail. Mais avant que le gamin arrive en centre de formation, il y a tout un circuit de formation qu'il doit faire au pays. Et nous, en tant qu'éducateurs, formateurs, on doit lui donner un bagage pour que quand il arrive là-bas, qu'il ne soit pas démuni. Et comme je disais tout à l'heure, lors des rencontres en Guadeloupe, on doit plus se baser sur le jeu que le résultat. Puisque des fois, il y a le résultat, mais par exemple, je gagne un match 5-0, mais mon milieu de terrain a touché 3 ballons. Mon attaquant, il est puissant, il fait 4 buts, le match, il est fini. Il y a des joueurs sur le terrain qui n'ont pas touché le ballon, tandis que quand on passe par le jeu, on insiste au jeu. Parce que pour avoir du jeu aussi, il faut qu'il y ait un bagage technique très élevé. Eddy Raboteur, très souvent, la réussite du gamin est liée parfois à son comportement même avec la famille. Je m'explique. Car très souvent, on dit qu'un enfant, lorsqu'il part quasiment seul, quelquefois, ça lui pose des problèmes sur le plan psychologique. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui. Alors, on a plusieurs cas. L'enfant qui part trop jeune, c'est pas trop bon. C'est pas trop bon. Il coupe le cocon familial trop jeune. Alors, quand vous dites trop jeune, c'est-à-dire? Alors, l'expérience qu'on a, pourquoi on fait le tournoi U16 maintenant? Parce qu'on s'est rendu compte qu'un gamin qui... Moi, je vous pose la question parce que je sais que vous avez eu l'occasion de participer à pas mal de tournois, pas mal de voyages. L'enfant qui participe au tournoi U16 maintenant, justement, il est dans l'âge de se faire voir et d'entrer en centre de formation à 17 ans. Il va lui rester 2 ans à 3 ans de formation. Et là, il a plus de chance puisque quand il part, il est déjà mûr à 16 ans. Mais un enfant qui part, par exemple, quand il sort du pôle à 15 ans, je ne dis pas qu'il ne va pas réussir. Mais s'il y a derrière, il n'y a pas les parents qui accompagnent, des éducateurs qui prennent des nouvelles, le club même qui le reçoit lui met un confort d'adaptation,
on est voué à l'échec, très souvent. Eric, je vous ai vu très, très attentif à ce que disait tout à l'heure Eddy Raboteur. Vous partagez ce point de vue? Oui, absolument, parce que on a connu pas mal d'expériences dans ce type. Mais il n'y a pas très longtemps, même cette année où nous étions, mais j'étais avec Eddy, on était à Nancy, on a rencontré Nangis, qui a presque, quel âge, je ne sais pas, une trentaine d'années. Oui. Eh bien, il nous a dit que la première des choses, quand il est arrivé à Caen, je crois, à 15 ans, il a dit, moi, OK, vous voulez que je joue au football? Il faut que mes parents soient là. Et il a fait venir sa maman. Et il n'y a que comme ça qu'il a pu... Et encore sa maman est encore là, 30 ans. Alors, messieurs, franchement, vous dites que c'est très important, disons, le soutien familial à ce niveau-là, malgré l'âge. Mais les éducateurs même, les entraîneurs des centres de formation, ils sont conscients de ça. Ils refusent, à moins que ça soit presque exceptionnel, ils refusent même de prendre des gamins qui sont dans un environnement supérieur à 60 km de leur base. C'est-à-dire que si on est à Lens, eh bien, préférence à donner, à faire venir des gamins qui sont à Lille, Lens, Arras, en fait tout le coin. Parce que faire venir un gamin de métropole à 14, comme Eddy disait, 14, 15 ans, faire venir, pas de métropole, de Guadeloupe, faire venir en métropole des jeunes de 14, 15 ans, c'est pas évident. C'est pas évident. Et juste, je finis, et je m'en rappelle, on avait fait venir, lors d'une formation ici, le directeur du centre de formation de Sochaux, et qui nous avait dit, nous refusons de prendre des gamins de 15 ans. Il faut qu'il ait au moins 17 ans. Et c'est comme ça que, parce qu'à 15 ans, ils ne sont pas prêts. Nous refusons de prendre un gamin, d'accord. Ouais. Mais sauf que lui, le gamin, là-bas, il a déjà quand même une base, un gamin là-bas, il a déjà une base. Et comme disait Eddy, si le gamin continue à travailler, après, maintenant, il y a ça n'existait pas avant, il y avait le CREPS, et après, il n'y avait plus rien. Maintenant, il y a le CRFA. Il y a le CRFA, les gamins s'entraînent 2 fois par jour, comme un centre de formation. À travers le CRFA, clac, à 16 ans, le gamin, il s'en va. Il a travaillé pendant 1 an encore dans son encadrement à lui. Pourquoi il ne va pas réussir? D'accord. Alors, Nestor, vous avez été président quand même de l'Arsenal à un moment donné, et vous aviez un entraîneur qui était professionnel, Robert Jacques. Robert Jacques, effectivement, je voulais justement faire part de son exemple, parce que Robert, il est parti très tôt. Il est parti même très, très tôt. Il est parti à l'INFVJ. Et il me racontait effectivement que quand il avait quel âge quand il est parti? Il avait 13 ans. Il avait 13 ans, d'accord. Et quand il est parti à l'INFVJ, le week-end, il se retrouvait pratiquement seul au centre. Et c'était très, 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 très difficile pour lui. Mais c'est quelqu'un qui a un moral d'acier, et il a su résister, et puis il a connu la carrière qu'il a connue. Mais c'était très difficile, et je comprends effectivement que maintenant qu'on fasse le choix de ne pas faire les enfants partir très tôt comme à 13 ans. C'est très, très difficile pour un gamin de se retrouver à 13 ans à 7000 km loin de ses parents. Selon vous, messieurs, disons, l'échec est lié à cela. L'échec de nos gamins est lié à ça en partie. Le fait qu'ils soient partis, le fait qu'ils partent très tôt. En tout cas, il y a un pourcentage. Il y a un pourcentage. Moi, alors je ne sais pas si je dois le dire, mais je me permets de le dire. On a un cas qui est simple. On a le petit Zaïbo qui est parti à 11 ans. 11-12 ans, à Lens. Il me semble qu'il a signé pro que l'année dernière. Et il a quel âge aujourd'hui? Aujourd'hui, il a 20 ans. Il a 20 ans. 8 ans après. Mais ça a été très, très, très difficile. Ça a été très difficile. Jean-Baptiste, à un moment donné, c'était un peu votre objectif, c'est d'être professionnel. Oui, mais comme tout le monde, comme tout footballeur. Comme tout footballeur. Mais après, c'est pas, dans mon époque, c'était pas aussi évident comme aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce qu'on retient par rapport à ce qu'ils ont dit tout à l'heure, c'est vrai que le joueur, lorsqu'il est là-bas, il faut même s'il a des qualités techniques, tout ce qu'on veut, mais s'il n'est pas mentalement, il est pas bien, donc ça ne suit pas.
Ça ne suit pas. Donc, il faut qu'il soit accompagné, il faut qu'il ait un bon entourage. C'est important. C'est très, très important, ça. Parce que tout le week-end, les autres sont partis, tu es là, donc tu as tout le week-end à cogiter. Et c'est pas bon. Il faut que la tête soit libre, soit libérée, et que le foot soit à l'aise. Oui, Eddie. Alors, pour la thématique du football guadeloupéen, il faut remarquer que depuis quelques années, on a beaucoup plus de jeunes qui signent dans des clubs pro. Pourquoi? Parce que regardez tout ce qui a été mis en place. Monsieur Paulet vient de le dire, à l'époque, il n'y avait pas le CFA. On se retrouve un gamin qui finit au pôle, il revient dans son club. Il n'a plus la même motivation. Un gamin qui était à 4 entraînements par semaine, il revient au club, il repasse à 2 entraînements mercredi et dimanche ou mercredi et samedi. Ou encore, comme ils étaient bons, on faisait un surclassement, il venait à l'équipe senior. Mais ce gamin-là, vu qu'il n'a pas été dans un centre, il n'était pas forcément motivé. Maintenant, le gamin a le choix, quand il sort du pôle, s'il ne rentre pas dans un centre de formation, il y a le CFA. Si c'est un bon élément. Et ça lui permet encore de faire 2 ans à haut niveau, puisque quand je dis haut niveau d'entraînement, ça veut dire qu'ils ont quand même 2 entraînements des fois par jour, mais ils ont quand même 5 entraînements par semaine, plus le match du week-end. Donc, ils ne peuvent que progresser. Et quand vous regardez la majorité de nos joueurs, puisque moi, j'ai été les voir hier au Gosier, la majorité de nos joueurs Guada Boys, eh bien, ils sont tous issus de la formation Paul, CFA, ceci, cela. Oui. Alors, Marcus Coco, par exemple, lui, il est parti à quel âge? Mais Marcus, lui, il a eu, moi, je suis bien placé pour vous dire, Marcus a été le dernier de sa génération à partir. Oui. Okay? Il est parti à quel âge? À 16 ans. À 13 ans? Non. À 16 ans. À 16 ans. À 16 ans. À 16 ans. Mais Marcus, encore, c'est un bosseur. Ça a été Il y a eu Marcus, il y a eu aussi Thomas, Thomas Lemar, par exemple. Alors, Thomas Lemar, c'est un autre cas. Oui. Thomas, depuis... alors, lui, Thomas, il était U14, je pense. Il a été parti avec les U15 en Martinique faire un tournoi. Et tout le monde avait déjà vu que lui, c'était une perle. C'est pas la même chose. Il y a des gamins qui c'est inné. Oui. Mais lorsqu'on parle d'un gamin qui sort, qui a quelque chose et qui travaille, il ne faut pas être pressé. Il faut attendre. Alors, on parle de Thomas Lemar, mais on est obligé de parler aussi de son père, Edwige. Edwige qui, au-delà du fait qu'il était entraîneur, mais il a accompagné son fils, disons, jusqu'à Monaco, par exemple. Jusqu'à aujourd'hui? Oui, oui. Jusqu'à aujourd'hui. Oui. Il s'est sacrifié pour son fils. Il a fait tout ce qu'il fallait faire et jusqu'à aujourd'hui, il suit son fils. Il n'est pas derrière lui comme quand il avait 16-17 ans, mais il est là, il est dans la vie de son fils, dans la vie du football de son fils. Au point où son fils est actuellement blessé et que lui, il est à son chevet actuellement à Paris. Voilà. Je crois que l'accompagnement des parents, c'est déterminant, effectivement, dans la réussite de sportifs dans ces âges-là. Un gamin qui a 13 ans, 14 ans, qui a un certain talent, certes, effectivement, il a un talent, il faut qu'il travaille, parce qu'effectivement, il l'a dit, le travail représente à peu près 60% dans la réussite, mais il faut effectivement que les parents soient derrière. Parce qu'un gamin qui subit des tentations, parce qu'effectivement, un jeune à cet âge-là, il est sujet à toutes sortes de tentations. Et il faut que les parents soient derrière pour lui rappeler, effectivement, mais tu as un objectif et tu dois te tenir à ton objectif. Et c'est peut-être aussi, pour revenir justement à la vraie thématique de cet après-midi concernant le voyage au Brésil, c'est peut-être aussi toutes vous avez conduit des réflexions à ce niveau-là et qui vous ont permis aujourd'hui de mettre à plat l'idée de ce voyage. C'est vrai effectivement que au niveau communautaire, il y a des enfants effectivement qui ont le football comme passion, qui rêvent de devenir footballeurs professionnels. Mais il y a un travail qui est fait au niveau de leur club. Mais je pense que c'est tout un chacun, c'est tout dans la chaîne qu'on doit porter notre contribution. Et c'est à ce titre-là qu'au niveau de la communauté d'agglomération, on s'est dit qu'on doit leur permettre d'aller découvrir autre chose, comme le disait Eddy, pour réussir dans le football. Les voyages, comme on dit, forment la jeunesse et aller voir ce qui se passe ailleurs et en dehors de la France métropolitaine, parce qu'effectivement, souvent les voyages, les tournois se font en France. Là, leur permettre d'aller voir ce qui se passe ailleurs, et notamment au Brésil, même le berceau même du football. Je pense que ça ne peut être qu'enrichissant pour ces gamins-là. Alors, c'est vrai que, là, on parle de football au niveau de la CRNBT, mais est-ce que les autres disciplines
il y a une réflexion qui est menée aussi concernant les autres disciplines sportives. Oui, la politique sportive englobe toutes les disciplines sportives. C'est vrai que le football, c'est plus visible ce qu'on fait, mais on travaille sur d'autres thématiques, notamment sur le basket, parce que, bon, effectivement, les meilleurs clubs de basket se trouvent sur notre territoire, avec Pointe-Noire, avec Sainte-Rose. Le volleyball également, par exemple, à Petit-Bourg-Goyave, c'est là où on trouve les meilleurs clubs. Donc là aussi, c'est notre volonté, effectivement, d'accompagner ces disciplines sportives pour qu'elles aillent encore un peu plus loin que là où ils sont. D'accord. Alors, Éric Paulin, je le disais, vous êtes un habitué, ce n'est pas le premier tournoi, ce n'est pas le premier voyage que vous organisez en quelque sorte pour les gamins. L'année prochaine, donc, il y aura un prochain tournoi, il y aura le tournoi de 2024. Ça va se passer déjà dans quel mois, si on peut anticiper un petit peu? Alors, on ne peut qu'anticiper parce que ça n'a pas encore été validé par le président, mais ce serait au mois de mai. Ce serait au mois de mai. J'en ai discuté avec le président de la commission en sport, mais ça n'a pas été officiellement validé. Et je peux vous dire que ce sera un tournoi de haut niveau. Alors, la commission du sport du conseil départemental. Du département. D'accord. Du département, pardon. Mais je peux vous dire que ce sera un tournoi de haut niveau. Alors, aussi, le voyage au Brésil nous permettra, en dehors de Flamengo, de revoir Fluminense, parce que Fluminense a eu l'occasion de venir pendant 2 années lors des tournois U15, de voir Vasco da Gama, de voir Botafogo, et tout cela. Et après, les échanges se feront naturellement avec, peut-être cette année, c'est Flamengo, l'année prochaine, si le projet perdure avec la CANBT, ce sera peut-être un autre club. Enfin, je crois qu'il faut continuer dans ces échanges. J'ai une anecdote où il y a un enfant qui s'est cassé le pouce. Un enfant du voyage. Ah oui. Il y a 3 semaines. L'enfant est resté 2 jours à pleurer. Et ses parents ont pleuré, comme lui, pendant les 2 jours, parce qu'il avait peur de ne pas aller au Brésil. Et son père a dit, moi, ça a toujours été mon rêve, ce serait vraiment dommage que mon fils n'y aille pas. Donc, je ne suis pas sûr que si on dit à un enfant, tu vas en France, un truc, dans un tournoi qui pleure. Ouais. Le Brésil reste quand même une destination. C'est le pays de rêve, c'est le pays de rêve, le berceau du football. Mais pour tout le monde. Voilà. Tous les gens qui aiment particulièrement le football, parce que le Brésil, c'est un grand pays de sportifs, parce qu'ils sont bons en basket, ils sont bons un peu partout. Mais le football reste traditionnellement Pelé, Neymar, Ronaldinho et tout ça, Ronaldo, Zico, enfin bon, les gants. Malgré Vinicius maintenant, pour les jeunes. Oui. Pour les jeunes. Alors, ça reste une destination phare. Et donc, c'est très important d'avoir choisi ce pays parce que les enfants, comme les adultes, il faut rêver. Si on ne rêve pas, au bout, il n'y a rien. Alors, cet enfant qui s'est cassé... Nous avons l'occasion peut-être de rencontrer les futurs stars. Oui. Puisque les gars de Flamengo nous disaient que la future star du football de demain, elle est chez eux. Oui. Et le gardien de Liverpool, comment s'appelle-t-il déjà ? Le gardien de Liverpool, quand nous sommes allés à Fluminense, il y a presque 7-8 ans, eh bien, il était là. Il était là. Alors, Éric, justement, et le gamin qui s'est cassé le doigt, là, Mais apparemment, il va voyager, parce que, lui, je crois qu'on a dû lui mettre un petit plâtre, une attelle, enfin, voilà. Et mais là, je peux peut-être poser la question à Eddy. Non, Eddy n'est peut-être pas au courant. Eddy, vous n'êtes pas au courant, justement, de ce qui est arrivé à ce gamin, qui fait partie d'ailleurs des joueurs qui doivent partir. Non, je ne sais pas, c'est plutôt Jacques Delos. Oui. Mais je pense que le problème est résolu, c'est juste le pouce, donc c'est pas un problème. Jean-Baptiste. Les billets sont émis déjà. D'accord. Je vais juste poser une savoir, parce que là, vous avez sélectionné 18 gamins. Il y a au mois de mai, le tournoi au mois de mai qui arrive. Je veux savoir, est-ce que ce sont ces 18-là qui iront ou est-ce que la porte est ouverte aux autres? Il faut parler avec Eddy et Jacques Delos, puisque c'est eux les... Alors, il fallait faire une sélection de 18 en ce moment pour les 18 qu'on a vus. Mais il faut savoir que les 40 gamins qu'on a vus,
Ils savaient qu'il y avait le Brésil, mais je peux vous dire que en sortant du Brésil, on les convoque, on aura encore les 40, parce qu'ils savent que derrière, il y a le tournoi U16 qui arrive au mois de mai. Mais comme on leur a dit, la porte, elle n'est pas fermée parce qu'il peut y avoir des blessures, il peut y avoir, il peut y avoir un qui s'est fait repérer, il y a plein de choses. C'est-à-dire que nous, on ne ferme pas la porte. Mais c'est vrai que il y a plus que 40 gamins. On a d'abord fait une sélection de 40 qu'on a vu chaque matin, dimanche matin, jour férié. Et dans les 40, on en a pris 18. Mais les 40 qu'on a vus dans différents clubs, je pense que M. Delos a fait un travail pendant toute l'année avec eux. Voilà. Oui, encore, on va peut-être voir un petit peu les gamins qui sont au travail. Je regarde un petit peu justement notre ami Yann. Voilà les gamins qui vont partir là-bas. Ça, c'est le regroupement. Et là, nous sommes sur quel stade? Sainte-Rose. C'était un jour férié. Ouais, le 14 juillet. On était sur le stade de Sainte-Rose avec les éducateurs Jacques Delos, Eddie Guépois, Larry Opé. Et voilà. Ce qui veut dire que ça fait quand même pratiquement 3 mois qu'ils se préparent. Quoi. Oui. Juillet, août, septembre, octobre. Alors, il y a un jeune justement qui me paraît très très intéressant et qui sera du voyage. Je vous propose justement de l'écouter. Bonjour, je m'appelle Swanson, le chien joueur de la Juvenis. Et je suis venu aujourd'hui pour que les entraîneurs puissent voir mes qualités. Et voilà, j'apprécie la démarche que la CNBT a fait pour pouvoir nous aider à nous améliorer et à nous faire voir pour aller plus loin que le. Oui, la voix un petit peu assurée. On a du mal à comprendre, mais il a du potentiel, ce gamin. Alors, vous avez vu la masse musculaire pour un 2008. Oui. Donc, c'est un gamin qui joue en défense centrale, qui est très bien sous ses appuis, qui est conscient de ses qualités, qui demande que du travail. Vous avez vu, pourtant, il sort d'un effort, il est tout souriant. Donc, ça veut dire qu'ils prennent ça avec du cœur. Et c'est ça, une sélection, c'est pas que venir là, dire, bon, ben voilà, il faut s'adapter, il faut s'adhérer, il faut donner de l'envie, il faut aimer ça, et voilà. Donc, nous, on a fait un choix sur 18 joueurs qui... Alors, comme on dit, hein, celui qui ne se trompe pas, c'est celui qui ne fait rien. Oui. Peut-être qu'on s'est trompé sous 1 ou 2 joueurs, mais on ne s'est pas trompé sous les 18. Donc, on va emmener du gamins, ils vont faire leur petite immersion, leur donner des bases, des données pour pouvoir surmonter le tournoi U16. Parce que, attention, le tournoi U16, moi, je l'ai vécu en tant que coach l'année dernière, de très haut niveau. Alors, si quelqu'un qui était au moule me dit qu'ils ont déjà vu un match en Guadeloupe de R1 de ce niveau, je ne pense pas. Nous étions sur l'événement, et Jean-Baptiste, hein, et on a vu des choses très, très, très intéressantes. Éric Paulin, je sais que vous êtes très proche d'ailleurs des équipes d'Afrique. Est-ce que pour le tournoi de 2024, il y aura une équipe africaine qui sera là? Le Sénégal peut-être, non? Alors en fait, le tournoi U16 de Guadeloupe a pris une telle ampleur que s'il fallait inviter, on aurait invité la Guinée, le Congo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, et tous ces pays, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de former une sélection pour venir en Guadeloupe. Bon, on ne peut pas inviter toutes les équipes d'Afrique. Si on arrive à avoir déjà une... Parce que le plus gros problème, et ce qui s'est passé cette année, on a eu une défection de l'équipe de la Guinée, et ils n'ont pas eu leur visa à temps. Et c'est ça. Alors, je pense qu'on aura une équipe là, parce qu'ils sont déjà en train de se préparer. On aura une équipe... africaine, peut-être qu'on aura un melting pot entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, peut-être 10 Ivoiriens, 8 Guinéens, mais enfin, il y aura quelque chose sur l'Afrique. Je peux vous dire que vous entendre, je crois que vous avez déjà des infos là-dessus. Hein? Oui, je suis en contact 3 fois par jour avec eux. Ils m'envoient des messages, ils m'envoient des photos, ils m'envoient leur entraînement. Et je peux vous dire que les conditions d'entraînement là-bas, c'est la Guadeloupe il y a 50 ans. Enfin, pas tous. Hein.
pas tous, parce qu'il y a des clubs qui sont bien structurés, mais on voit quand même que c'est difficile. Mais ils ont une telle envie de vivre leur passion, je dirais, de vivre leur passion à travers la Guadeloupe, parce que la Guadeloupe, pour eux, c'est la France. Et s'ils sont vus en Guadeloupe, ben, certainement un club français, peut-être européen, va les détecter. Parce qu'il faut savoir aussi que il y aura quand même au moins 4 ou 5 clubs français qui seront présents lors du tournoi. Et s'ils ont une chance d'être opérés, bon, ça sera tout bonus pour eux. On verra tout cela, évidemment. Et on aura des informations relatives à ce prochain tournoi prévu au mois de mai 2024. Et bien, on arrive quasiment au thème de cette émission. Nestor Luce, juste le mot de la fin. Nous mettons en place les derniers détails pour ce départ. Donc, j'espère et je pense qu'on a eu l'occasion de rencontrer les jeunes avec leurs parents. C'est un rêve qui se réalise. Et c'est tout à notre honneur au niveau de la CNBT d'avoir effectivement permis à ces gamins-là de réaliser leurs rêves. Éric Paulin, alors le départ prévu théoriquement? Le départ est prévu, les premiers billets ont été émis, le départ est prévu le 26, contrairement à ce qui avait été annoncé le 24. Mais pour des problèmes de disponibilité d'avion, puisqu'il faut faire Pointe-à-Pitre, Saint-Martin, Panama, Rio. Donc, comme il y a une seule compagnie qui fait la desserte entre Pointe-à-Pitre et Saint-Martin, c'est compliqué de mettre 26-27 personnes dans le groupe sur un seul avion. Donc, c'est un petit peu compliqué, mais on a commencé à émettre les billets. Je crois que le départ se fera effectivement le 26. D'accord. Merci, Eddie Rabodeur. Qu'est-ce que je peux dire? Merci déjà au CNBT de permettre à ces jeunes de vivre leur passion, de se faire voir. J'espère que les autres agglomérations vont voir le projet et vont mettre en place des choses pour les autres Guadeloupéens dans les autres territoires. Et pour que au tournoi U16 2024, que les représentants locaux soient de niveau avec les invités. Donc, en tout cas, bravo à M. Luce, bravo à M. Paulin d'avoir mis en place ce projet. Bravo à M. Jacques Delos et bravo à tous les parents qui ont accompagné ce projet. Et je dis bravo aux jeunes et d'en profiter parce qu'à notre époque, il n'y avait pas ça, quoi. Les jeunes, ils ont intérêt justement à bien vous écouter parce que je me rappelle lors des tournois précédents, vous avez eu l'occasion de vous faire entendre et c'était pas très facile avec les gamins, mais vous étiez toujours là pour les motiver avec cette voix qui montait autant, je me souviens. J'étais plus jeune, mais maintenant, la voix ne sort plus. Mais bon, il y a toujours cette rigueur et cette mémise, mais bon, ça va aller. Merci. Jean-Baptiste. Juste pour les gamins, leur dire de bien se reposer, parce que je sais qu'au fur et à mesure que les jours vont approcher, ils auront du mal à trouver le sommeil. Oui, parce que le voyage est tellement alléchant. Oui. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé dans cette émission. Merci, chers amis téléspectateurs. À très bientôt, justement, pour une nouvelle thématique concernant cette émission, à savoir c'est le foot. Bonne soirée, bon après-midi déjà, et puis bonne soirée, à bientôt. Au revoir.